impacté l'économie la plus dynamique au monde. Et c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est que tous les pays du monde vont recevoir le cas de coronavirus. Maintenant, le problème, c'est que quand la crise est venue en Europe, on oublie souvent qu'aujourd'hui, c'est la fin, je dis que c'est la fin de la génération des baby-boom après la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'avec la Deuxième Guerre mondiale, il y avait, à partir de 45, 46, 47, c'était ce qu'on appelle l'époque des baby-boom. Il y avait beaucoup d'enfants qui correspondaient à ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Pendant 30 ans, l'économie européenne était dynamique et aussi, ça a eu des conséquences positives sur la reconstruction aussi de la population européenne. Donc, cette génération-là subit en ce moment le virus. Et donc, contrairement à nous, par exemple, la France, la moyenne d'âge tourne autour de 42 ans, alors qu'au Sénégal, on est à 19, 20 ans. Donc, cette crise aussi violente, aussi rapide, peut impacter négativement sur la situation sanitaire de ces pays-là. Et oui, quand la situation sanitaire est à genoux, l'économie aussi suit. Parce que l'économie est très frileuse. L'économie même est très frileuse et réagit en fait sur tous les coups. Ce qui veut dire quoi? Il y a un problème sanitaire, mais le problème sanitaire, pour la première fois, je dis qu'il y a une crise économique qui ne vient pas des économistes, c'est une crise économique subie par les économistes. Donc, le problème de la Chine, c'est pour cela que même vous voyez au Sénégal, les points chauds, les fire points, c'est Dakar, c'était Dakar et Touba. C'était les deux poumons économiques du Sénégal. Absolument. Parce que c'est une crise qui vient des pays développés et donc, à un moment donné, les pays les plus développés avaient leur cas. Et donc, après, nous autres, dans nos régions aussi, ça a commencé. Et donc, l'impact va devenir de plus en plus terrible. Maintenant, nous, nos économies sont en train de résister. Mais ce qui est intéressant, pour moi, c'est la leçon que nous devons tirer sur la crise. C'est une crise mondiale, mais aussi qui montre la vulnérabilité de ces grandes puissances. Parce que nous autres, dans notre tête de petits Africains, on pensait que nous autres, les Africains, nous pouvons avoir le Ebola, paludisme, on pouvait mourir comme ça pour des petites maladies à gauche, à droite. Mais les Européens sont développés, ces maladies-là n'existent pas. Moi, quand j'étais gamin, je pensais que les moustiques n'existaient pas en Europe. On m'a toujours dit qu'il n'y a pas de moustiques en Europe. Et je l'ai cru. Je pensais que oui, c'était Europe, civilisée, ainsi de suite. Mais cette crise-là, je n'ai jamais vu un virus aussi démocratique. Le virus a montré que le monde, tous les pays sont au même niveau d'égalité. Ça dit que les Blancs ont compris maintenant ce que les pays comme Guinée, comme Libéria vivaient avec le Ebola. Et je pense que ça a l'épidémie d'Ebola, oui, intéressante. Voilà. Donc, c'est une chose pour moi extrêmement intéressante. Et aujourd'hui, Washington est à genoux, l'Europe est à genoux, et je pense que l'Afrique peut résister. Parce que cette crise-là, voilà une première crise qui ne demande pas de moyens financiers, mais qui demande plus une discipline et un respect des normes sanitaires, parce que la prévention est beaucoup plus importante que le fait de venir à bout de cette maladie-là. Voilà ce que je voulais dire d'une manière très succincte sur la situation économique. Et vous avez parfaitement respecté les 10 premières minutes pour cette première partie qui portait sur la situation économique mondiale de la Chine à l'Occident de la crise du Covid-19. Alors, pour résumer, vous l'avez rappelé, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Le bond et l'arrière-bond de l'économie mondiale sont aujourd'hui touchés par cette paralysie. La Chine n'est pas seulement l'usine du monde, elle est aussi sa pharmacie. Elle est le premier fournisseur de biens intermédiaires du monde. 20% du commerce intermédiaire vient de la Chine et 30% de la production internationale intermédiaire mondiale. Aujourd'hui, le G20, qui représente 80% de l'économie mondiale, a 90% des cas contaminés du coronavirus, ce qui met l'économie mondiale en confinement. L'Occident assiste avec impuissance à la fin des baby boom, comme on en a connu avec la génération née après la Seconde Guerre mondiale. Et une autre précision de taille que vous avez apportée, c'est très important. Pour le moment, l'économie mondiale est en récession, mais pas encore en crise.
Nous allons entamer la deuxième partie de votre exposé, Dr Khadim Bamba Diaye. Je rappelle que vous êtes notre conférencier de ce soir et le thème porte sur les impacts économiques du Covid-19 au Sénégal. La deuxième partie de votre exposé porte sur mondialisation et souveraineté, les leçons de cette crise pour les Africains. 10 minutes également. Voilà, la crise a montré vraiment qu'il faudra qu'on repose les fondamentaux de nos économies. Parce qu'on dit que la mondialisation est une chance pour les uns et une menace pour les autres. Aujourd'hui, on était dans une économie mondialisée et à chaque fois, on nous parlait souvent, oui, c'est le marché mondial, c'est le prix, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais cette crise-là a montré que ce n'est plus sûr de faire confiance à la mondialisation. Il est temps que nous autres, les pays en développement, posent le problème de la souveraineté. Pourquoi le problème de la souveraineté? Oui. Sur le plan alimentaire, sur le plan sanitaire, je ne dis pas qu'on doit avoir une sécurité alimentaire, mais on doit avoir une souveraineté alimentaire. Vous avez entendu que les Italiens avaient acheté des masques en Chine et ces masques sont détournés par les Polonais. Les Américains ont acheté sur le tarmac de l'aéroport les masques qui devaient être livrés à des entreprises françaises, pour vous dire que l'Europe commence à perdre le nord. Les États-Unis aussi. Ce qui veut dire que toutes ces grandes puissances-là vont maintenant garder leur production pour leurs économies. À partir de ce moment, il est intéressant pour nous autres, les Africains, de voir si cette crise-là perdure, comment nous allons faire pour prendre en charge l'économie, la consommation, mais aussi l'aspect sanitaire. Alors, j'insiste sur ce caractère-là parce que nous avons une économie régionale au niveau de la sous-région. Mais malheureusement, les pays africains ne s'échangent pas entre eux. Nous aimons vendre à l'étranger des produits primaires et acheter des produits finis. Plus cher. Ah oui. Je vous donne un exemple. Quand j'étais un jeune banquier, je gérais le compte d'une entreprise qui venait de Dubaï pour acheter des fruits au Sénégal et en Guinée-Conakry. Alors, il achetait de la mangue, goyave, papaye, tous ces fruits-là. Elle mettait ces fruits dans un bateau jusqu'à Dubaï, transformer ces fruits en jus et venir nous vendre les jus. Et nous faisons la publicité. On était contents. On vend le produit primaire, on achète le produit le produit fini. Après, on se pose la question, comment on doit faire pour créer des emplois? Ce qui veut dire que la main-d'œuvre, parce qu'à chaque fois que vous vendez des produits primaires, vous avez vendu de la main-d'œuvre. Et à chaque fois que vous avez acheté du produit fini, vous avez acheté du travail. Donc, les pays africains passaient le plus clair de leur temps à vendre des produits primaires et à acheter des produits finis. L'exemple le plus éloquent, c'est l'arachide. Au Sénégal, on est heureux de vendre l'arachide. Après, on va nous vendre des produits venant de Chine où l'arachide est un tout petit peu transformé. On met ça sur des sachets et on le vend 10 fois plus cher. Ce qui veut dire quoi? C'est la même chose que ce que Senghor appelait la détérioration des termes de l'échange? Tout à fait, tout à fait. Parce que, en réalité, les pays développés essaient toujours de mettre en place des produits sophistiqués. Ils mettent en place des produits sophistiqués, mais nous autres, nous avons, vous voyez, pendant la crise, cette crise-là a montré que ce que disait Obama, yes, we can, nous pouvons créer beaucoup de choses. Aujourd'hui, les jeunes sont en train de mettre en place des masques. On est en train de créer tellement de choses que l'Africain pensait que c'était l'affaire des Blancs. Donc, cette crise a quelque chose d'intéressant. Pour moi, ça ouvre des opportunités, montrer aux pays africains que, quelles que soient les difficultés, il y a des choses qu'on ne doit pas acheter à l'étranger. Et je suis sûr et certain que ces crises comme ça, ad vinam aeternam, dans 5 ans, dans 10 ans, on va avoir encore une autre crise, un autre virus. Il faudra qu'on commence à mettre en place une carapace solide, essayer de mettre en place des stratégies pour que, quelle que soit la crise d'ici 2025-2030, que notre économie
soit assez résiliente pour supporter les coûts, mais aussi notre système sanitaire. Parce que, je vous donne un exemple, même les hommes politiques les plus riches, autant un homme politique tombe malade, il doit aller en France, aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est impossible. Ce qui veut dire que s'ils n'investissent pas maintenant sur les plateaux médicaux, le danger va être terrible pour eux et pour tout le monde. C'est-à-dire que cette crise a posé vraiment le problème entre qu'est-ce qu'on doit accepter dans la mondialisation et qu'est-ce qu'on doit garder pour notre production intérieure. Il nous faut commencer à réfléchir sur comment faire pour avoir une économie solide. Et les Chinois nous ont montré le chemin. Aujourd'hui. Après la crise, la Chine est en train de continuer à vendre même l'économie mondiale. Presque tous les pays du monde reçoivent des produits venant de la Chine. Dans un premier temps, c'était gratuitement. Ils donnaient des masques, des tests aux pays européens. Maintenant, la Chine vend ses produits aux États-Unis parce que tout le monde veut acheter les produits chinois. La Chine est en train encore de produire pour l'économie mondiale. Ce qui veut dire donc que les pays africains n'ont pas assez de moyens financiers. Il est temps qu'on commence à réfléchir sur une souveraineté alimentaire. Et la souveraineté alimentaire, pour moi, avant tout, c'est d'essayer de mettre en place des stratégies pour que les Sénégalais commencent à manger ce qu'ils produisent. Parce que le consommer local ne doit plus être... Mais ces initiatives n'ont pas manqué, c'est des initiatives qui avaient existé. Peut-être que c'est je suis tout à fait d'accord. Maintenant, on a laissé la consommation locale aux plus pauvres, mais aussi aux intellectuels. Parce qu'en Afrique, on oublie que ce sont les intellectuels qui sont plus dans la consommation locale, dans la promotion des valeurs africaines, que la classe moyenne. La classe moyenne, c'est occidentalisé, essaie de ressembler comme le blanc, on essaie d'être comme les étrangers. Quand tu te comportes d'une manière décomplexée, on te dit que dans le Toubabé, tu ressembles à un blanc. Donc, et la crise, ce que la crise nous donne aussi comme information, c'est que aujourd'hui, la crise nous a montré une troisième voie qu'on ignorait, à savoir que les Blancs peuvent succomber à des crises sanitaires. Nous autres, nous pouvons résister à ces crises-là. Parce que tout dépend de la mentalité des Africains. Nous avons toujours pensé que si les Blancs ne peuvent pas trouver la solution, c'est fini pour nous. Mais je pense que voilà un exemple qui montre qu'il est temps qu'on ne peut plus continuer à faire confiance au monde. Parce que le monde même ne fait plus confiance au monde. Les pays qui ont théorisé la mondialisation, aujourd'hui, l'Occident, l'Union européenne commence à avoir des problèmes parce qu'il y a deux camps. Ce qui veut dire que donc, sous peu, personne ne fera confiance à personne. Et là, l'Afrique, je pense, doit mettre en place ses propres stratégies pour produire les besoins de première nécessité sur le plan alimentaire, mais sur le plan sanitaire. Le reste, maintenant, on peut accepter de la mondialisation sur un certain produit. Mais il y a certains produits où on doit chercher une souveraineté alimentaire et sanitaire. Voilà ce que je voulais dire à ce deuxième point. Que je vais résumer très rapidement, surtout pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur nos différentes plateformes, page Facebook de Lex-Africa, de Jader, mais également sur YouTube, sur Zoom et sur Twitter. Notre conférencier, je le rappelle, c'est le docteur Khadim Bamba Diagne, et le thème de ce soir, ce sont les impacts économique du Covid-19 au Sénégal. Résumé très rapidement cette deuxième partie. L'Afrique doit donc changer de visage après la crise et qu'il est nécessaire de reposer la consommation régionale et rendre nos entreprises plus compétitives, dynamiser les chaînes de valeur sous-régionales pour, au-delà de la sécurité alimentaire et sanitaire, chercher une souveraineté alimentaire et sanitaire. C'est bien cela, docteur? Oui, tu as bien résumé. D'accord. Il y a beaucoup de questions qui sont en train d'arriver partout. Là, les gens qui nous suivent, ils sont en train de poser des questions.
et l'émission dure 1 heure de temps. Donc, on va y aller sur la troisième partie. Pour la troisième partie, vous parlez maintenant des impacts économiques de la crise au Sénégal et surtout, c'est ce point-là qui nous intéresse vraiment, les mesures prises par l'autorité publique. Alors, les impacts économiques de la crise, il y a des impacts de niveau macro et de niveau micro. Alors, mais la première chose, c'est la baisse drastique des exportations. Parce que le Sénégal, on exportait beaucoup de produits, surtout halieutiques. Maintenant, au mois de février, il y a 42%, la baisse des exportations tourne autour de 42%. Et une baisse de 41% des importations. Maintenant, la crise a mis maintenant presque à genoux notre compagnie aérienne, la compagnie Air Sénégal. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui travaillaient au niveau de l'aviation, les entreprises aussi qui vendaient même des billets et tout cela, toutes ces entreprises-là sont presque en, je ne dis pas faillite, mais sont presque en confinement, pour rester dans le jargon de l'actualité. Si vous voyez aussi les hôtels, les restaurants, les écoles, les universités, c'est-à-dire que c'est l'activité économique maintenant qui est en confinement. Et là où ce qui me fait un tout petit peu peur, c'est que dans notre système économique, il y a des gens qui s'en sortaient parce qu'ils étaient dans le secteur informel. C'est-à-dire qu'ils s'en sortaient, ils gagnaient beaucoup d'argent, mais c'était dans des métiers un tout petit peu, je ne veux pas dire, en fait, des métiers précaires. Mais quand même des métiers précaires qui leur permettaient, parce que moi, je vais piloter une enquête sur les certains qui étaient dans le secteur informel, mais vous voyez des mécaniciens qui te disaient que chaque jour, ils gagnaient plus de 25 000 francs, des tailleurs, les couturiers, les salons de coiffure, mais tous ces métiers-là qui dépendent de l'activité économique pour produire des ressources. Maintenant, avec l'arrivée de ce virus-là, tous ces métiers sont en hibernation. Oui. Et malheureusement, ces acteurs qui gagnaient leur vie sans problème et qui n'existent dans aucun fichier, parce que d'habitude, le Sénégal, quand on cherchait les pauvres, bon, dans nos pays, on cherchait les pauvres, quoi, les pauvres, les gens qui ne travaillaient pas, les gens qui ne gagnaient pas, bon, qui n'avaient même pas de salaire. Donc, on a un fichier, et il y a des études de l'ANSD, mais ces pauvres-là, c'est ce que j'appelle les pauvres immédiats, les pauvres conjoncturels, n'existent dans aucun fichier. Et donc, la crise... Et les pauvres conjoncturels, c'est le taximan, c'est le tailleur, c'est le vendeur au marché, etc. Tout à fait. C'est-à-dire que tous ces gens-là... Et qui ne sont pas dans les fichiers de l'ANSD, donc ne seront certainement pas pris en compte au moment de la distribution des aides. Alors, le grand problème, c'est à ce niveau, parce que dans le portefeuille que l'État a mis en place 1 000 milliards pour soutenir son économie, alors, la première chose à préciser, c'est que cette mesure-là, c'est dans le court terme. Ouais. C'est dans le court terme. C'est-à-dire qu'au mois de mai, l'État ne peut pas encore sortir 1 000 milliards pour soutenir l'activité économique. Parce que 1 000 milliards, c'est 25% du budget de l'État. 25%. 25%, c'est presque le quart du budget. Parce que nous avons un budget de 4 000 milliards, l'État met 1 000 milliards, l'État ne peut pas encore mettre 1 000 milliards tous les mois. Et donc ici, l'objectif, c'est de vraiment stopper la transmission, endiguer l'épidémie avant la fin du mois d'avril. Sinon, ça risque vraiment d'aller dans tous les sens, d'être très insoutenable pour beaucoup de personnes. Mais je vous dis que tous les Sénégalais, et l'État doit communiquer sur le fait que s'il met sur la table 1 000 milliards, ces 1 000 milliards-là, c'est pour le mois d'avril. L'État donne des sacs de riz. Ils n'ont pas précisé. Maintenant, c'est ça le problème. Maintenant, certains pensent que, ad vitam aeternam, l'État peut continuer à soutenir les entreprises, soutenir les ménages. Ce n'est pas possible. Parce que tous les pays du monde sont en crise. Qui va nous prêter? Tous les pays du monde sont en crise. Et si la Banque mondiale met en place un portefeuille, l'FMI, la BOAD, BAD,
Banque islamique, si tous nos partenaires multilatéraux et bilatéraux mettent en place des stratégies pour soutenir le Sénégal, ce soutien-là n'est valable qu'une seule fois. Ce qui veut dire que si on ne gagne pas le combat au mois d'avril, ça va être compliqué pour que l'État puisse encore distribuer des vivres, soutenir les salaires en fait, des travailleurs dans certaines entreprises qui sont en hibernation encore le mois de mai. Moi, je dis que ce n'est pas possible. Ça, on doit vraiment comprendre que les impacts économiques ne permettent pas à un pays aujourd'hui d'aller demander de l'argent à l'étranger. Ce n'est pas possible parce que les gens peuvent vous aider, mais il y a un autre pays. Tout le monde est dans le besoin. Tout le monde est dans le besoin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en période de crise, mais l'État devait tout faire parce que dans le dispatching, on n'a pas pris en compte les 1000 milliards. Sur les 1000 milliards, on n'a pas pris en compte l'informel. Le grand problème, c'est ceux qui sont dans l'informel. Parce que ceux qui sont dans l'informel, c'est ceux qui sont dans les emplois précaires. C'est ce qu'on appelle des emplois vulnérables. Ils gagnaient leur vie, ils n'avaient aucun problème. Maintenant, l'hibernation de leur activité, mais a créé maintenant, a fait à ce que ces gens-là sont devenus des pauvres temporels. Et ce sont ces pauvres-là qui ont besoin d'aide pour redémarrer. Si on ne les aide pas, ça va être extrêmement difficile de les maintenir chez eux. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui avaient des familles, qui avaient des moyens de soutenir leur famille. Et en ce moment-là, ça va être extrêmement compliqué. Il faudra que l'État, avant de faire le dispatching, puisse prendre en compte ces nouveaux pauvres qui n'existent pas dans les fichiers parce que c'est des gens qui ne demandent pas, c'est des gens qui restent chez eux, c'est des gens en fait qui doivent être débusqués non pas par des militaires ou par des policiers, mais par des assistants sociaux qui savent que ces gens-là... Mais on va revenir sur ces aspects-là, docteur Khadim Bamba Diagne, parce qu'au sujet des dispatching, mais c'est déjà fait. On sait quel montant va aller à l'achat des villes, diaspora, quel montant pour les hôtels. Les hôtels, les entreprises même bénéficient d'un certain soutien, alors que ce n'est pas le cas pour les 10% de notre économie. Oui. En tout cas, le grand problème, c'est que les mesures de l'État doivent être inclusives, prendre tout le monde. C'est-à-dire que tous les secteurs qui sont en difficulté, parce que l'État a fait un bon job de pousser les entreprises à respecter, de les aider à respecter au moins la masse salariale, parce que l'esprit de ces mesures, c'est de garder le pouvoir d'achat des Sénégalais. Parce que si les Sénégalais perdent le pouvoir d'achat, ce sera extrêmement difficile d'écouter ou bien de respecter les mesures mises en place par l'exécutif. Donc l'État doit tout faire pour encore faire des efforts, aider le secteur informel pour pouvoir impacter sur tous les paliers, parce que les entreprises ont besoin de liquidité immédiate, ça c'est clair, parce que ces crises comme ça créent ce qu'on appelle en fait des problèmes de trésorerie. Une entreprise qui a des problèmes de trésorerie a besoin juste d'une garantie pour aller lever des fonds à la banque, mais contrairement à ceux qui sont dans le secteur informel, qui n'ont pas de garantie, en fait, la banque ne connaît pas ceux qui sont dans le secteur informel, comment ils vont faire pour lever des fonds si l'État ne les aide pas. Je pense que les mesures sont performantes, mais il faudra y inclure le secteur informel parce que pour moi, ces nouveaux pauvres-là sont dans ce secteur-là et pourtant, même s'ils ne payent pas d'impôt sur les sociétés, ce qu'on appelle l'impôt direct, ils payent l'impôt indirect parce que tout ce que tu achètes en tant que consommateur, ils payent la TVA. Donc, l'État doit essayer de rattraper ce secteur-là parce que ce secteur joue un rôle extrêmement important dans l'activité économique. On va résumer rapidement cette troisième partie avant d'engager les discussions, les débats, parce qu'il y a déjà beaucoup de questions. Encore, on résume, ce qu'on retient d'abord, c'est ce fort plaidoyer pour le secteur informel qui contribue à hauteur de plus
de 90% de notre économie nationale et qui n'est pas prise en charge dans ces distributions d'aide d'assistance, c'est un réel problème. Pour résumer donc ce thème qui porte, cette partie qui porte sur les impacts économiques de la crise au Sénégal et surtout des mesures prises par l'autorité publique, les impacts économiques, c'est d'abord la baisse des exportations et des importations, la fermeture des hôtels, de l'aéroport, des restaurants, des écoles et universités, donc arrêt de l'activité économique. Vacataires, mécaniciens, couturiers, musiciens, bricoleurs, vendeurs à la sauvette, taximens, boîtes de nuit, agences de voyage, commerce, loisirs, publicité, salons de coiffure. Le sommet de l'économie sénégalaise crée de nouveaux pauvres, donc, que vous appelez les pauvres conjoncturels ou pauvres temporaires. Les insuffisances des mesures, selon vous, docteur Khadim Bamba Diagne, c'est la non-inclusion du secteur informel. Merci beaucoup, docteur Khadim. Vous allez rester encore avec nous pour répondre à certaines questions ou apporter encore d'autres précisions. Merci encore pour ce brillant exposé, très dynamique. Nous avons appris beaucoup de choses. Il y a déjà beaucoup de questions sur nos différentes plateformes. Je précise que la dernière partie portant sur les propositions sera abordée après les échanges. Mais nous allons d'abord revenir, docteur, sur la non-prise en compte du secteur informel. 90% de notre économie dépend quand même de ce secteur informel et qui n'a pas été pris en charge. L'État, est-ce que l'argument que vous avez donné, l'explication, c'est vraiment une explication officielle ou bien vous croyez que c'est comme ça que ça doit se passer parce que tout simplement le secteur informel ne paie pas d'impôts directs, ne doit pas bénéficier de cette aide du gouvernement. J'imagine que quand on est en période de crise et qu'on a un gouvernement vraiment souverain, il doit pouvoir venir en aide à tous les secteurs et ne pas faire de différence entre un secteur qui paie des impôts et un autre qui n'en paie pas. Alors, malheureusement, il n'y a pas de communiqué officiel sur le secteur informel, mais d'habitude, parfois, certains pensent que oui, parce que l'informel n'existe pas. Soit l'informel, c'est l'informel, quoi. On ne peut pas. Mais heureusement, au Sénégal, on a quantifié l'informel. Parce que dans le recensement général des entreprises en 2017, l'ANSD a recensé toutes les unités de production au Sénégal. Sur les 400 et quelques mille entreprises qui existent, presque 80% sont dans l'informel. 80% sont dans l'informel. Et je pense que ce sont des entrepreneurs et on les a identifiés. Maintenant, le problème est que cette crise, de par sa violence, de par sa rapidité, ne peut pas être gérée sur le plan solidaire comme on gère une bourse sociale. Parce que la bourse sociale prenait en compte des gens pauvres, les pauvres structurels. Mais ici, il s'agit des gens qui gagnaient leur vie, des gens qui avaient des métiers qui leur permettaient de s'en sortir, mais aujourd'hui qui étaient dans l'informel, mais même si, je dis bien, même s'ils n'avaient pas des structures quelque part formelles, mais c'est des gens qui participaient et qui gagnaient leur vie de l'activité économique. Maintenant, l'économie est en hibernation. Ces gens-là ne peuvent, parce que le tailleur qui attendait les événements pour gagner sa vie, maintenant, s'il n'y a plus d'événements au Sénégal, il n'y a plus de baptême, il n'y a plus rien, comment il va s'en sortir? Les salons de coiffure, les femmes qui se sont battues pour mettre en place des salons de coiffure, qui gagnent leur vie avec ça, il n'y a plus d'événements. Comment elles vont faire? Les taximans qui travaillaient parfois de 8h jusqu'à 21h, maintenant, les gens ne bougent plus. Ils travaillent de 8h maximum jusqu'à 19h. Peu de clients. Comment ils vont faire pour s'en sortir? Donc, je pense que on ne doit pas voir simplement l'informel comme une partie. Et parfois, ce qui pose problème, dans les mesures, il y a 12 milliards pour la diaspora. Et beaucoup de ces gens-là, leur problème, ce n'est pas seulement... ils n'ont pas de problème là où ils sont. Ils traversent des moments difficiles. Justement, docteur, au sujet de la diaspora, docteur, parce qu'il y a une question sur ça, au sujet de la diaspora, avant de prendre les nombreuses questions des internautes. Dans votre exposé, on se rend compte que le Covid-19, on y assiste tous les jours. Le Covid-19 va d'une
manière toucher tout le monde. Si on n'est pas infecté, on est affecté, économiquement notamment. Donc, vous avez évoqué la diaspora, dont les transferts d'argent sont officiellement 1200 milliards de francs CFA par an, là où l'aide publique au développement tourne autour de 500, 600 milliards. Dans le plan d'assistance, un peu plus de 12 milliards de francs CFA ont été accordés à la diaspora. Finalement, on s'interroge sur la pertinence de cette mesure-là. Dans les pays d'accueil, les filets sociaux peuvent prendre en charge de ces émigrés. Et le problème de ces émigrés, c'est ce que vous sembliez dire tout à l'heure, c'est plutôt leur famille qui est restée au Sénégal. Les ménages qui recevaient les transferts de ces émigrés vont constater une baisse de ces transferts. On s'interroge dès lors sur la pertinence d'allouer un fonds à la diaspora. En tout cas, tu as été très clair sur la question. C'est très discutable. C'est très discutable de mettre en place des fonds pour les Modou-Modou. Et eux, leur problème, c'est comment faire pour envoyer de l'argent à leur famille au Sénégal. Et ces familles-là, vous voyez que parfois les Modou-Modou, la réussite d'un Modou-Modou, surtout ceux qui sont à Touba, à Louga, dans les régions, dans beaucoup de régions, c'est construire une maison et élever le niveau de vie de sa famille, de ses parents. Maintenant, ces gens-là se sacrifient tous les jours là où ils sont pour soutenir des familles au Sénégal. Maintenant, je suis sûr et certain que leur difficulté, c'est comment faire pour que ces 2 ou 3 ou 4 mois de difficultés en fait, qu'ils vont traverser, comment faire pour assurer les dépenses quotidiennes de leur famille. Et ces familles-là s'en sortaient autant, c'est ce que j'appelle les pauvres conjoncturels, ils n'avaient aucun problème, mais aujourd'hui, de par la rapidité et la violence de cette crise, ces familles-là n'existent pas dans les fichiers de bourse sociale ou de pauvres au Sénégal. Et ces familles-là n'étaient pas pauvres. Elles sont des pauvres conjoncturels. Et donc, c'est là où se pose le problème. Parce que les Modou-Modou gagnaient beaucoup d'argent. Il fallait maintenant voir les envois des migrants. Et les 1200 milliards, ça c'est l'aspect formel. Mais que les Modou-Modou envoient des centaines de milliards via l'aspect informel. C'est-à-dire que vous allez à Sandaga, on peut vous envoyer une dizaine de millions de francs CFA à Sandaga dans une boutique quelque part. Ça veut dire qu'il y a des canaux informels que les Modou-Modou utilisent pour transférer leur argent. Ça veut dire que c'est des milliers de milliards qui entrent au Sénégal via les Modou-Modou. Ces Modou-Modou-là, leurs pays d'accueil sont presque à genoux. Maintenant, là-bas, il y a les filets de sécurité fonctionnent. Mais ici, chez nous, ces familles-là ne sont pas prises en compte. Parce que le fichier, il y avait au Sénégal un fichier de 500 ou 600 000 familles pour les bourses sociales qui avaient besoin d'aide. Bon, je pense que l'État va encore ajouter d'autres familles. Oui. Mais les familles des Modou-Modou, ben, j'ai un ami qui habite à Louga, ben, il vivait bien parce qu'il a envoyé presque 400 000 francs par mois à ses parents. Il a des frères qui travaillent. Cette famille-là n'avait aucun problème. Ils ont une belle maison, voiture et tout. Mais aujourd'hui, lui, il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Maintenant, est-ce que la famille va sortir gauche à droite pour demander qu'on l'aide à assurer la dépense quotidienne? Qui va le faire? Donc, je pense que les travailleurs sociaux devaient faire un travail, malheureusement, devaient faire ce job pour identifier ces nouveaux pauvres qui viennent et qui vont vraiment... apparemment, ça vous pose problème que ça soit le ministère de la Solidarité nationale qui a en charge de la distribution de ces aides-là, et ce sont les militaires. Les militaires, ce sont les militaires, hein, avec comment ils sont, techniques, etc. Ils viennent, leur façon même de donner Mais tout à fait, parce que le problème est que pour moi... Certaines peuvent. Une jeune consoeur l'a posté ce matin dans son statut, Réumi Regina Sambo, que je salue au passage, elle est bien connectée. Elle postait ce matin que ce n'est pas parce que vous vivez dans une maison à étage que vous êtes riche. Ce n'est pas parce que vous vivez également dans une case que vous êtes pauvre. Cela pose également le problème de nos institutions internationales, la Banque mondiale, FMI, etc. Comment ils définissent la pauvreté?
on va par exemple dans un village vers Thiès ou vers Touba, etc., on va considérer qu'une personne est pauvre parce que tout simplement, il n'a pas accès à l'eau potable, il va au puits, ou bien à l'électricité. Alors qu'à côté, il a des champs, des vergers ou des troupeaux de moutons, de chèvres, de bœufs, mais qui peuvent acheter tout un immeuble à Dakar. Donc, il faut vraiment repenser le paradigme par rapport à la pauvreté, qu'est-ce qui est pauvre, etc. Et vous l'avez aussi souligné par rapport à la direction de la solidarité nationale. Normalement, cette assistance devait être gérée par la direction de la protection sociale du ministère de la Santé. Comme vous l'avez dit, les assistants sociaux ont des formations qui leur permettent de savoir qui est pauvre, qui en a besoin, comment leur donner cette aide-là en toute discrétion, en soutoureux, comme on aime ici chez nous au Sénégal. Mais vous avez parfaitement raison. Et je pense que chacun a sa formation. Certains sont journalistes, moi je suis économiste, je suis banquier, quelqu'un d'autre est menuisier. Les assistants sociaux sont formés pour ça. Sont formés pour ça. Parce que c'est vrai que quelqu'un peut avoir une belle maison, mais parce qu'il gagne sa vie du jour le jour. Chaque jour, il gagne quelque chose. Du jour au jour, il gagne. Maintenant, si vous n'avez pas assez de moyens, parce que la crise a été violente et rapide. C'est-à-dire que si on avait préparé que d'ici un mois, il y aura une crise aussi violente, mais les gens vont se préparer en conséquence. Mais on se lève un bon jour et voici la crise. Et donc, les gens qui n'ont pas de garantie bancaire, comment ils vont faire pour lever des fonds? Moi, je pense qu'on doit changer rapidement de paradigme. Excusez-moi du terme, mais les anciens pauvres, entre griffes, ne sont pas les nouveaux pauvres. Les pauvres structurels n'ont pas autant de problèmes que les pauvres conjoncturels. Il y a, je vous dis, j'habite à Mermoz, à côté de chez moi. Moi, je dis à tous mes amis, c'est injuste de garder une partie de votre salaire pour ce mois-là, pour ce mois d'avril. Il faut que nous partageons tout notre salaire parce que vous voyez des gens dignes, des gens qui ne demandent pas, mais qui sont dans le besoin comme ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que et malheureusement, ils ne peuvent pas demander, malheureusement, ils ne peuvent pas s'inscrire, même les listes ne les connaissent pas, même les mairies ne les connaissent pas, parce que ce n'est pas le travail des mairies, ce n'est pas le travail du ministre de l'Équité sociale, c'est le travail des assistants sociaux qui, dans chaque zone, dans chaque quartier, devaient identifier les salariés, les non-salariés, et donc les non-salariés, s'il y a des crises comme ça, ils deviennent tous vulnérables. Et qui va les aider? Il y a des gens qui ne demanderont jamais. Ils vont mourir avec leur pauvreté, mais personne ne les prend en compte. Et c'est moi ça qui me fait peur. Et malheureusement, ils sont dans le secteur informel parce qu'ils montent des petites boîtes. Ils se battent pour s'en sortir. Et malheureusement, ils n'auront pas de soutien. La banque ne va pas les accompagner. Si l'État ne les accompagne pas, ça peut être extrêmement compliqué. Et pour confirmer ce que vous dites, j'ai bien apprécié lundi une phrase de Eliman Abikan, qui est le président de l'Ex-Africa, qui était invité pour parler de couvre-feu et réalité socio-économique au Sénégal, qui a parlé de distanciation physique et non sociale. Parce que si on adoptait la distanciation sociale, tout à fait. Tout à fait. Dans ce contexte-là, ce serait vraiment terrible pour le besoin d'énormément de solidarité. Docteur, j'ai encore d'autres questions. Il y a même des questions qui viennent de la sous-région, du Burkina Faso. On va également parler de l'annulation de la dette évoquée par le président de la République. Mais avant cela, je vais prendre quelques questions qui ont été postées sur notre plateforme Zoom notamment et Facebook, que l'équipe technique de l'autre côté, Mohamed Abraham et Ndeye Wakaya, sont en train de m'envoyer. Alors, la première question, c'est: l'Afrique peut résister car c'est juste une question de discipline selon vous. Résister donc à ce choc économique, ces problèmes économiques. Est-ce que ce n'est pas là l'un des points faibles de l'Afrique, problème de proximité? Alors, moi, je pense que cette crise-là, pour le règlement de la crise, ne demande pas beaucoup d'argent. Ça demande juste une responsabilité de chacun d'entre nous et une discipline.
si chacun est responsable, si chacun se comporte comme un responsable, avec une discipline parfaite, en 15-20 jours, on va sortir de la crise. Parce que les pays les plus riches au monde ne peuvent pas s'en sortir, parce qu'ils ont les moyens financiers, mais malheureusement, de par la rapidité et la violence de cette crise-là, ces pays-là sont presque à genoux. Maintenant, nous, la chance que nous avons, c'est quoi? Nous sommes pauvres. Mais moi, je fais partie des gens qui pensent que j'aime pas souvent les gens qui disent que les Sénégalais sont indisciplinés, les Sénégalais. Non, tous les pays du monde, vous allez aux États-Unis, en France, dans n'importe quel pays du monde, vous voyez des gens disciplinés, des gens qui ne sont pas disciplinés. Même les premières mesures, même les premières mesures prises par les policiers, vous voyez que presque le chef de la police dit que plus de 90% des Sénégalais avaient respecté le couvre-feu, mais il y a 10% qui ne respectaient pas. On se focalise sur les 10% en oubliant les 90% qui l'ont respecté. Ouais. Je veux dire que cette crise-là doit montrer vraiment un autre visage pour les pays africains. Parce que si tout ce qu'on peut dire, hein, les autres pays sont en des milliers, 100 000 cas, nous au Sénégal, jusqu'à présent, on est à moins de 300 cas. Ça, c'est un effort extraordinaire. Avant même, personne ne nous a demandé de se confiner, mais les gens font tout pour rester chez eux. Oui. Maintenant, cette pauvreté qui est dure, comme le disait l'autre, la pauvreté, c'est comme la chaleur, on ne la voit pas, on la sent. Et personne ne peut te dire comment elle est si elle ne l'a jamais vécue. Ceux qui sont pauvres maintenant sont obligés parfois de se battre pour régler le repas quotidien. Mais je pense que maintenant... Docteur, on va essayer de résumer, on va essayer de très rapidement dans vos réponses, vraiment synthétiser les réponses qui vont sortir, parce qu'il y a beaucoup de questions et vous n'avez pas encore abordé la dernière partie qui concerne les propositions pour améliorer toutes ces mesures-là, etc. Il y a une question de Bassirou Kébé. Il dit « Bonsoir docteur, la vocation de la Chine reste-t-elle d'être l'usine du monde quand on sait que le niveau de vie des Chinois augmente et qu'il y existe désormais une classe moyenne importante, d'où le développement exponentiel du secteur des services. Ne pensez-vous pas que les pays développés vont procéder à la réindustrialisation de leur territoire? Comment les pays africains peuvent-ils s'industrialiser et être compétitifs sur le marché international? C'est plusieurs questions en même temps. Mais vraiment une réponse très ramassée pour permettre également de donner d'autres questions. Alors, sa question est pertinente. C'est vrai que l'économie fonctionne comme ça. Une fois que l'économie commence à être développée, l'économie va créer une classe moyenne, va générer une classe moyenne. Et la classe moyenne est très exigeante en termes de respect des droits de l'homme, en termes de respect de l'environnement, en termes de respect des salaires, en termes de respect de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et de respect en respect, le bénéfice de l'entreprise va diminuer. Et qu'est-ce qui se passe? Les entreprises vont se délocaliser dans d'autres zones où il n'y a pas respect de l'environnement, il n'y a pas respect de la masse salariale, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le problème de la Chine, c'est que c'est 1,5 milliard d'habitants. Il y a une classe moyenne, mais jusqu'à présent, la population est encore énorme. Et je pense que les Chinois, jusqu'à présent, commencent à mettre en place des stratégies pour travailler avec certains pays africains comme l'Éthiopie, où il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui se sont délocalisées en Éthiopie. Maintenant, est-ce que nous autres, les autres pays africains, allons accepter ces délocalisations des entreprises chinoises avec tout ce que cela va comporter comme risque, comme non-respect aussi de l'environnement, comme non-respect aussi des travailleurs? Ça, c'est une question qu'on se pose. Mais sous peu, et il a parfaitement raison, le développement de la classe moyenne va être de plus en plus exigeant et donc cela va pousser la Chine à prendre en compte certaines normes, certains droits à respecter, l'environnement aussi. Et aussi, ce qui est intéressant, comme ce que je parlais, comme ce que je disais pour les pays africains, les pays européens aussi ne vont pas aussi rester à la mondialisation. Il y a des choses, les Européens ont su qu'il faut maintenant commencer à produire certaines choses pour, en fait, sa population au moins, parce que ce n'est pas sûr de faire confiance 100% à la mondialisation. Alors, ça fait partie de la crise. Oui, j'espère que l'internaute sera satisfait de votre réponse.
Une autre question, il y en a beaucoup. Hein. Pour le moment, cette question-là, il dit, pour le moment, nous sommes spectateurs de la décrépitude de l'Occident et l'Afrique semble s'en délecter au lieu de se concentrer sur les voies et moyens de faire face à la crise. Par exemple, à raison de 200 tests par jour au Sénégal, même moins de 200 tests. Hein. Est-ce que tu peux reprendre la question? C'est pas, il y a un problème de réseau. Alors, la question c'est, pour le moment, nous sommes spectateurs de la décrépitude de l'Occident et l'Afrique semble s'en délecter au lieu de se concentrer sur les voies et moyens de faire face à la crise. Par exemple, en raison de 200 tests par jour au Sénégal, avons-nous les moyens de circonscrire correctement le virus? Je précise qu'on fait moins de 200 tests par jour. Maintenant, le grand problème, c'est à ce niveau. Je pense que l'Afrique est en train, bon an, mal an, de se battre pour gérer la crise, parce que l'Afrique sait aujourd'hui que personne ne va venir l'épauler, parce que la France est à genoux, les États-Unis aussi sont à genoux, presque tous les pays développés. Maintenant, il y a une opportunité aussi. Les Africains, maintenant, ce qui est extrêmement important, et ce que cette crise-là nous a montré, c'est que les Africains, à partir de ce moment maintenant, doivent être capables de prendre leur destin en main. Je pense que la libération mentale, sur le plan mental, un Africain doit savoir qu'il n'y a pas une différence. Les pays-là nous ont tellement pompés, ils étaient puissants, développés, ils pouvaient gérer ces crises compliquées. Aujourd'hui, un virus les a mis à genoux, comme aussi le virus Ebola avait mis à genoux une partie de l'Afrique. C'est-à-dire que nous sommes au même pied d'égalité. La différence entre les pays, maintenant, c'est la gouvernance, c'est aussi des hommes politiques qui privilégient en fait le développement de leurs économies. C'est aussi une population qui est vraiment, qui commence à épouser ses propres produits. Parce que moi, je me dis que si on est maintenant dans la consommation patriotique de nos propres produits, les Africains aujourd'hui sont conscients, parce que pendant cette crise-là, tellement de jeunes sont en train de créer des choses extrêmement intéressantes. Je pense que c'est une chance aussi. C'est vrai que dans toute malédiction, il faut chercher la lumière, mais je pense que... Absolument. Et vous parliez tantôt d'opportunités, et ça rejoint cette question de Lucien Ouedraogo du Burkina Faso, qui pose cette question. Il dit, avec la pandémie, on constate que des initiatives locales sont développées aussi bien dans la production locale du gel hydroalcoolique, des masques de protection, que de la production et livraison de légumes. C'est le Burkina Faso, mais ça se passe également au Sénégal. Alors, il demande, peut-on espérer que cette pandémie consacre définitivement un changement de paradigme et que les gouvernants pourraient bâtir nos économies sur la production et la consommation locale? Sur cette question-là, je crois que vous l'avez déjà répondu. Mais ce qui est extrêmement important, c'est ça, for us, by us, comme le disent les Américains, pour nous et par nous. Il y a des choses maintenant que nous devons assumer. On ne doit plus importer des produits alimentaires, parce que ce n'est pas sûr d'importer ce que nous mangeons. Mais c'est tellement risqué d'importer toujours ce que nous mangeons et de vendre tout ce que nous produisons. Nous exportons tout ce que nous produisons et nous importons tout ce que nous mangeons. C'est extrêmement dangereux. Nous sommes encore très loin de la souveraineté alimentaire, comme le souligne ici Abdoulaye Diallo, qui demande même de revenir sur ce que vous appelez souveraineté alimentaire et souveraineté sanitaire. C'est donc ce que vous êtes en train d'expliquer. Mais tout à fait, parce que nous, on n'a même pas la sécurité alimentaire. C'est-à-dire que le malheur est que ce que nous produisons n'a rien à voir avec ce que nous mangeons. C'est-à-dire que ce que nous mangeons, nous l'importons. Et ce que nous produisons, nous l'exportons. C'est-à-dire que nous exportons des produits primaires et nous consommons des produits finis. Le grand problème, c'est que cette crise-là, comme il n'y a plus d'avions, il n'y a plus d'importation, il n'y a plus d'exportation, on est avec nous-mêmes. On est avec nos propres produits. Maintenant, si nous voulons, nous allons manger nos propres produits. Si nous ne voulons pas, nous allons manger nos propres produits. Et là, je vais insister sur en fait, l'aide que l'État va octroyer à certaines populations. Il faut penser aussi aux producteurs locaux. Il y a des gens qui produisent de l'oignon, des pommes de terre, mais des poulets et tout cela, il faut les aider. En temps de crise, il faut aider
ceux qui travaillaient et qui ont du mal à écouler leurs produits. Les aider comment? Les aider comment? En achetant chez eux pour distribuer? Tout à fait, tout à fait. Et là, tu vas créer une économie locale où que tu donnes à X pour donner, tu prends chez X pour donner à Y. À la fin de la journée, tout le monde gagne. Mais regardez ceux qui vendaient des poulets ou bien de la viande aux hôtels et aux restaurants. Mais maintenant, si les poulets arrivent à maturité, comment ils vont faire avec le poulet? Maintenant, qui pense à eux? On va dire que oui, c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais il se peut qu'ils n'ont pas de réserve à la banque parce qu'ils sont dans l'informel. Ils s'en sortaient, mais moi, c'est pour cela que ça me fait peur si on oublie les pauvres conjoncturels. Alors, je crois qu'il y a également, toujours dans l'équipe qui a organisé cette conférence-là, il y a Ndeye Rokhaya Dieye qui est également dans la place et qui voulait partager avec vous quelques questions. Ndeye Rokhaya, vous êtes là? Mohamed, est-ce que Ndeye Rokhaya peut intervenir dans ce débat? Non, elle n'est pas là. Donc, je poursuis les questions. Il y a quelqu'un qui demande si les 1000 milliards sont déduits du budget de l'État ou plutôt il s'agit tout simplement de contributions. Bon, vous voyez que les contributions ne font même pas 4 milliards. Hein. Je ne pense même pas, hein, parce que malheureusement, c'est pour cela que l'État doit réfléchir sur le secteur privé. Il faut qu'on ait un secteur privé solide. Parce qu'un secteur privé solide, au Maroc, le secteur privé marocain, il y a une entreprise qui a donné presque 540 milliards de francs CFA. Le Maroc est 5 fois plus riche que le Sénégal. Maintenant, si une entreprise marocaine peut donner 550 milliards de francs CFA, une entreprise sénégalaise pouvait donner 100 milliards à l'État du Sénégal. Mais malheureusement, la structure de nos entreprises est faite de telle sorte que ils sont beaucoup plus tournés vers l'étranger que vers le pays. Donc, le Sénégal doit réfléchir sur cette question-là. Maintenant, le Sénégal va un tout petit peu faire des resserrements budgétaires. Le Sénégal avait un budget de 4 000 milliards. Maintenant, dans ce budget-là, on va en tirer 480 milliards. 480 à 420 milliards. On va comprimer un tout petit peu le budget pour en sortir 420 milliards et emprunter 580 milliards à la Banque mondiale, avec les DTS au Fonds monétaire international, avec la Banque ouest-africaine de développement, avec la Banque islamique, avec la BAD. Donc, on va utiliser en fait nos partenaires financiers internationaux pour pouvoir lever les 580 milliards afin d'avoir un pactole de 1000 milliards. Vous voyez qu'on a déjà emprunté donc les partenaires. On ne peut pas les emprunter encore au mois de mai. On ne peut pas encore compresser encore le budget au mois de mai. C'est-à-dire qu'on met encore la pression. 10% du budget au mois d'avril, on ne peut pas sortir encore 10% du budget au mois de... Ça va être compliqué. On ne peut pas emprunter encore les partenaires 580 milliards. Moi, docteur, l'équipe nous donne encore quelques minutes. L'équipe nous donne encore quelques minutes pour répondre à ces questions-là. Abdoulaye Diallo, il dit, y a-t-il une étude sur l'épargne des pauvres dans notre pays? Et il demande en même temps, ne pensez-vous pas que si on avait les leviers monétaires entre nos mains, c'est-à-dire notre propre monnaie, on aurait pu régler le choc de la crise et injecter de l'argent dans l'économie comme les USA et certains grands pays qui ont leur monnaie l'ont fait? En fait, bon, je vais commencer par la dernière question. Oui, alors, avec l'histoire de la monnaie. Alors, la chance que nous avons, c'est que c'est une crise sanitaire qui impacte l'économie. Le système bancaire n'a aucun problème parce que la liquidité est disponible. La Banque centrale, dès la première semaine, a ajouté 350 milliards dans la liquidité hebdomadaire. On est passé de 4 300 milliards à 4 751 milliards. Donc, la liquidité, on n'a pas de problème sur la liquidité. C'est pour cela que l'État doit garantir les entreprises, ne pas leur donner de l'argent. On n'a pas de problème de liquidité. Jusqu'à présent, même toutes les entreprises peuvent avoir des difficultés
au niveau de leur trésorerie, l'État doit les accompagner afin que les banques puissent leur prêter pour la gestion de leur trésorerie. Donc, ce n'est pas une crise économique, c'est pour cela que l'aspect monétaire n'affecte pas encore l'économie. Maintenant, les autres pays aussi, mais pourtant, c'est la banque, la Réserve fédérale qui soutient l'économie américaine. La BCE, jusqu'à présent, l'Eurogroupe a du mal à trouver un plan de sortie de crise de l'Union européenne. Parce que le problème, ce n'est pas la BCE. La BCE avait mis en place la liquidité, mais c'est en fait l'Eurogroupe. C'est-à-dire que c'est le problème de la politique budgétaire. Certains disent qu'on doit créer des corona bonds, d'autres disent que non, mais l'Italie, comme sa note est en train de baisser, doit emprunter comme l'Italie avec des taux d'intérêt très élevés. Alors, s'il y avait des corona bonds, ce seraient des bons pour tous les pays. C'est comme si c'était des bons pour l'Union européenne. Donc, le taux d'intérêt va être très faible. Maintenant, concernant l'épargne des pauvres, mais c'est extrêmement important. Une étude a été faite par Jean-Michel Servet en 1972 sur l'épargne des pauvres. Parce que les pauvres épargnent. C'est pour cela que, malheureusement, cette crise-là, on va aider les pauvres qui ont déjà une petite épargne en oubliant les pauvres conjoncturels. C'est qu'il y a des gens qui n'ont pas d'épargne et qui vivaient très bien et qui n'ont plus rien du tout. Qui n'ont plus rien du tout. Parce que d'habitude, les pauvres savent qu'ils sont naturellement pauvres et donc, ils gardent toujours une partie de leur argent. Mais un jeune entrepreneur, à chaque fois qu'il gagne quelque chose, il réinvestit parce qu'il attend une rentabilité encore plus importante. À chaque fois, il fait comme ça. Regarde une jeune femme qui ouvre un salon de coiffure, qui à chaque fois qu'il gagne 500 000 francs le mois, il réinvestit encore. Maintenant, son activité est là. Il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Maintenant, on ne va pas lui dire que parce qu'elle a une petite voiture, un petit appartement, oui, elle n'est pas pauvre. Elle est pauvre, mais elle est pauvre hic et nunc. Elle est vraiment pauvre d'une manière conjoncturelle. Et elle a besoin d'aide. Voilà les personnes qui ont besoin d'aide sur cette crise sanitaire. Mais malheureusement, elles n'existent pas dans leur nom fichier. Pas dans le fichier. Et c'est ça des gens qui ont été... Oui. Alors, que pensez-vous du modèle béninois où l'État reconnaît son incapacité à soutenir un confinement, contrairement au Sénégal? N'est-ce pas plus réaliste pour les États africains où l'importance de l'informel combinée aux conditions sanitaires, une vie communautaire qui accroît la contagion, sont incompatibles avec les modèles privilégiés en Occident? En gros, les décisions arrêtées au Sénégal ne sont-elles pas plus dangereuses qu'une gestion qui intègre la spécificité des pays africains, notamment la place prédominante de l'informel? Alors, vous voyez que l'informel, donc c'est pour cela que l'informel devait être pris en compte dans la lutte sur les 1000 milliards là, dans l'effort de guerre, on devait donner une grande partie à l'informel. Mais je suis convaincu que le système pris par l'État du Sénégal est plus sûr parce que cette maladie-là est violente. C'est une maladie extrêmement violente. Il faut tout faire pour limiter le déplacement. Et moi, je demande même à l'État, du moment qu'on on dépense 1000 milliards, on injecte de l'argent dans les familles les plus démunies, en contrepartie, l'État doit au moins demander une semaine de confinement parce que la stratégie que le ministre est en train de faire, chaque jour, dire 5 cas, 10 cas, ça n'a plus de sens. Il faut qu'on termine avec ça, qu'on puisse chercher les zones ou les foyers, identifier les zones où il y a vraiment... En tout cas, cette stratégie est de plus en plus défendue par les experts dans le secteur, cette stratégie de confinement. Abraham Niassi, il demande, économiquement, qu'est-ce que les pays africains peuvent s'attendre de pire? Assistons-nous à une redistribution des cartes sur le plan économique, bien évidemment, vous l'avez souligné. Quelle doit être la conduite à tenir des pays africains? Qu'est-ce que vous proposez comme stratégie? Redistribution des cartes au nouvel ordre mondial? On en avait discuté ce matin. Oui, moi, vous savez, moi je n'aime pas trop le terme ordre mondial. Ça me gêne un tout petit peu. Mais ce qui est sûr,
c'est que la crise va changer beaucoup de choses, mais toujours pour les États intelligents. Parce que la crise a mis en place vraiment, nous a donné une information que nous sommes au même pied d'égalité. Nous, on a toujours pensé que les Européens sont quelque part, nous sommes quelque part, mais aujourd'hui, ils ont travaillé. Nous pouvons travailler pour s'en sortir. Aujourd'hui, moi, je ne savais pas que le fait de faire des gels là, c'est aussi simple. Mais comment on peut faire des gels dans nos laboratoires avec une simplicité extraordinaire et qu'on l'importe jusqu'à présent? Dans ce pays, on aime les cure-dents. Nous vendons le bois à Ziguinchor, on vend le bois, on l'importe à Chine, on revend des cure-dents, que du bois, cure-dents. Mais comment on peut importer cure-dents, peut importer coton-tige, peut importer clou, peut importer... Mais c'est extraordinaire. On a du fer, on a du bois, mais je pense qu'il est temps maintenant qu'on puisse développer des économies régionales. Dans toutes les régions, il y a quelque part des facteurs qui justifient qu'en termes de productivité, ces régions-là pour produire ces biens-là. Moi, je pense que les cartes seront redistribuées, mais ça dépend de l'intelligence des États africains. Ça dépend de l'intelligence des gouvernements. Alors, ça c'est plutôt une contribution. Il écrit parfois le problème des modou-modou. C'est aussi comment vivre dignement. Il revient sur la diaspora. C'est aussi comment vivre dignement quand ils sont sans papier en Europe et ailleurs, et notamment dans le reste de l'Afrique. Les consulats font souvent face à la misère des modou-modou. Leur consacrer 12 milliards, c'est légitime. Depuis le Sénégal, cela vous semble paradoxal, mais c'est juste nécessaire pour préserver leur dignité là où ils sont. C'est une réaction par rapport à notre débat là tout à l'heure sur la partie, les 12 milliards qui ont été alloués à la diaspora, alors qu'ils vivent dans des pays où les filets de sécurité peuvent vraiment les prendre en charge, alors que le vrai problème, c'est leurs familles qui sont restées ici au Sénégal. Une autre question, toujours sur Zoom et également sur Facebook, que l'équipe qui est derrière est en train de me reporter. Merci beaucoup pour cette conférence. Docteur, j'ai une question. Après cette crise, Inch'Allah, vous pensez que nos chantiers comme le train express rapide et le stade du Sénégal ne seront pas impactés? Alors, je pense que en temps de crise, nécessité fait loi. En ce moment, la seule chose qui importe, c'est comment faire pour sortir de la crise. On ne parle plus de BRT, on ne parle plus de TER, on ne parle plus de stade, parce que nécessité fait loi. Il faut sortir de la crise, parce que l'État aussi investit avec des prévisions. Maintenant, aujourd'hui, les prévisions, mais toutes les prévisions montreront quelque part vraiment une récession dans 3 ou 4 mois. Le président de la République même a souligné une perte de croissance de 3 points. Maintenant, est-ce qu'on parlera de reste? Bon, tout dépend, c'est le président de la République qui décide, mais je ne pense pas que cette année-ci, de 2020, on va même rembourser le service, on va payer le service de la dette ou bien on va investir sur un grand projet. Le grand projet, c'est le Covid-19. Alors, il y a une question qui concerne la dette. Hein. On va y revenir tout de suite. C'est une question qui concerne surtout cette sortie du chef de l'État qui demande l'annulation de la dette. Et vous nous direz dans quelle mesure il est possible d'avoir une annulation d'une dette. Est-ce que cela c'est possible? Est-ce que ça se fait? En attendant cette question qui me semble très intéressante de Khalil, il demande, pensez-vous que l'État a privilégié la démarche paresseuse en réquisitionnant les masques commandés par des privés pour leur propre business plutôt que d'activer les entreprises textiles sénégalaises comme la NSTS, la Sotexka, Gora Hatch et compagnie pour produire en quantité des masques pour le pays?
Bon, moi, je n'ai pas cette information-là. Je ne sais pas, est-ce que l'État... Bon, je ne peux pas m'avancer sur ces questions-là. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des Je sais qu'au niveau local, il y a déjà des autorités administratives qui demandent aux tailleurs dans leur circonscription administrative de confectionner des masques à base de tissus, etc., que distribuent à l'entrée des marchés. Cette question, avons-nous la capacité de prendre en charge les personnes dans l'informel? Ça, c'est votre gros plaidoyer, docteur. Mais oui, mais oui. Prendre en charge le secteur informel, oui, mais demande si nous avons vraiment les moyens. Mais on a sorti 1000 milliards. 1000 milliards. Avec 1000 milliards, l'État du Sénégal peut accompagner toutes les entreprises formelles à lever des fonds dans le système bancaire. Maintenant, c'est l'informel qui ne peut pas aller en banque. C'est l'informel que la banque ne connaît pas. Alors, c'est cet informel-là qu'il faut soutenir. En temps de crise, il faut soutenir quelque part celui qui n'a pas de garantie. Parce que si le secteur informel tombe en faillite, ça va être très compliqué pour l'État. C'est le chômage qui va encore augmenter, mais aussi c'est les ressources de l'État qui vont diminuer. Parce qu'on oublie souvent que même si je suis moi dans l'informel, si je gagne 1 million, tout ce que j'achète, les 180 000 appartient à l'État. Maintenant, si je ne gagne rien, l'État aussi perd 180 000 francs CFA. Donc, l'État doit toujours essayer d'aider les entrepreneurs. Ça permet à l'État de gagner, mais aussi aux entrepreneurs de gagner. Je pense que l'informel, l'ANSD a identifié tous les entrepreneurs du Sénégal. Et donc, en temps de crise, c'est là où l'État devait agir. Mais je pense que le problème n'est pas à ce niveau. On connaît le secteur informel et je pense que c'est un choix. Et l'État doit choisir de les aider. Ouais. Comment les soutenir? Patrice Dior, il dit comment les soutenir concrètement, puisque par définition, ils sont dans l'informel. Bon, comment les soutenir? Dans tous les pays du monde, on soutient l'informel. Hein? C'est que moi, j'ai travaillé... Mais plus concrètement. Non, vous savez que le problème est que quand vous avez, par exemple, je te donne l'exemple du tailleur, du quartier. L'État a mis en place, en fait, 1000 milliards. Le tailleur du quartier, même les petits masques là, c'est un marché pour le tailleur. L'État a mis en place une stratégie pour prendre les cas, les cas contacts, on les a mis dans des hôtels. Mais l'idée, c'est de soutenir ces hôtels-là. Donc, parfois, l'État a des stratégies pour soutenir quelque part les dames qui ont des salons de coiffure, les couturiers, mais les éleveurs, ceux qui vendent des poulets, par exemple, ceux qui sont dans le maraîchage, ils sont tous dans l'informel. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il avait des pommes de terre, mais je ne sais pas, au sud du Sénégal. Maintenant, avec la fermeture des régions, comment il va faire pour vendre ces produits? Ben, parce que aussi, même les voitures de transport ne peuvent pas quitter Kolda pour venir à Dakar avant 19 h. Donc, il y a tellement de problèmes et l'État a des mécanismes pour intervenir, pour aider cet informel-là, comme il aide le formel. Parce que le problème, c'est quoi? L'identification de l'informel. Mais heureusement, l'ANSD a identifié tous les entrepreneurs de ce pays-là. Ouais. Docteur, vous allez répondre à une ou deux autres questions. Et après, vous allez donner vos propositions et on va conclure. Parce qu'aujourd'hui, je veux relever le défi des Absa, des Rokhaya et autres qui ont dit que je vais encore déborder, mais je leur ai assuré que je ne vais pas déborder. Donc, vous allez encore répondre à deux questions sur la dette et une autre question sur l'annulation de cette dette et sur la terre, le stade. Le stade s'est déjà posé, donc sur la dette. Il y a quelqu'un qui a écrit au sujet de l'annulation de la dette demandée par le président Macky Sall, un grand événement qu'un de nos présidents demande l'annulation de la dette. Il estime que c'est une excellente initiative. Le pourquoi, point d'interrogation, le pourquoi de cette demande. Alors, il pense que c'est peut-être le Sénégal est dans l'impossibilité effective de faire face au service de la dette, ou bien est-ce qu'on essaie de surfer sur la situation liée au Covid-19, en profiter pour sortir de l'impasse vers laquelle le pays s'est dirigé
ou déjà été engagés. Mais d'abord, docteur, est-ce qu'il est possible d'obtenir une annulation d'une dette? Annulation d'une dette, bon, je dis non, pour une simple et bonne raison, qu'il y a une dette privée et une dette avec les organisations multilatérales, nos partenaires financiers. Les partenaires financiers comme Banque mondiale, FMI, BOAD, BAD, Banque islamique, peuvent, ou bien les États, avec la France, tous ces pays-là peuvent effacer leur tableau. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une dette privée. C'est-à-dire, il y a des fonds d'investissement, qui prêtent aux États. Le fonds d'investissement est géré, c'est comme Fonds 6 du Sénégal. Si un fonds d'investissement investit sur les obligations ou les bons du trésor de l'État du Sénégal, mais l'État du Sénégal est obligé de rembourser ce fonds-là parce que c'est un fonds privé. Ça n'a rien à voir avec le public. Et le danger aussi de l'annulation de la dette, c'est qu'à chaque fois que vous empruntez et vous demandez après qu'on annule la dette, demain, qui va vous prêter? Le problème va se poser parce que nous sommes tellement déficitaires que nos États empruntent à n'en plus finir. Maintenant, si à chaque fois que vous empruntez, au moment du remboursement, vous demandez qu'on vous pardonne, demain, qui va regarder, prenons l'exemple simplement du boutiquier et d'un client. Le client emprunte, au lieu de venir payer, il dit au boutiquier, est-ce que vous pouvez me pardonner cette dette? Demain, le boutiquier peut dire, OK, je te pardonne, mais après demain, je ne vais pas vous prêter. Je pense que c'est une proposition intéressante, mais l'idée, c'est que les partenaires multilatéraux puissent réviser la dette et ceux qui sont dans le secteur privé peuvent renoncer ou bien décaler le paiement en 2020 parce que, comme je le disais tout à l'heure, nécessité fait loi en ce moment. C'est-à-dire qu'au lieu de payer le service de la dette, l'État est dans l'obligation de prendre en charge les dépenses de son économie. Docteur, il y a encore des questions, hein, mais on ne peut pas tout épuiser pour ce soir. Certainement, on aura l'occasion dans d'autres plateformes de discuter encore des questions très intéressantes qui ont été postées par nos internautes, par nos followers qui nous suivent vraiment de partout. On a eu des questions de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de la diaspora, etc. C'est vraiment très intéressant. Maintenant, on va clôturer par vos propositions, l'impact du Covid-19 dans notre économie. Alors, donc, vous voyez que moi, c'est compliqué, mais il faut qu'on cherche toujours une opportunité. En temps de crise, il faut toujours chercher les opportunités. On n'a pas besoin de dire que c'est fini, c'est la fin. Il faut vraiment que l'effet mémoire soit activé. Il faudra qu'on se souvienne de cette crise-là. Parce que cette crise-là va dans 2 ans, 3 ans, d'habitude, les gens oublient vite. Mais à partir de cette crise-là, pour moi, il y a avant la crise et après la crise. L'Afrique doit avoir, en fait, un nouveau visage à la fin de cette crise-là. Parce qu'il faut qu'on travaille. Le secret de l'action, c'est de commencer. Et pour réussir les grandes choses, il faut être prêt même à subir les grands échecs. Pour moi, il faut que l'Afrique commence à réfléchir. Et en termes d'opportunités, il y a quelqu'un qui me disait récemment que le Sénégal tient l'opportunité, justement, d'essayer de se rwandiser en termes de discipline, en termes de performance, en termes de... Voilà, rwandiser le Sénégal. Bon, moi j'aime pas trop Rwanda, parce que quand on dit rwandiser le Sénégal, il y a tout cela, mais il y a aussi la dictature. C'est un paquet. La dictature, oui, mais bon. C'est un paquet. Voilà, moi je suis foncièrement démocrate et je dis que non, on peut changer. Le Sénégal, c'est un pays qui a choisi d'être grand et élégant. Nous sommes un grand pays, nous sommes une grande nation, le Sénégal. Parfois, entre nous, ben voilà, on s'autoflagelle, mais je vous dis que de cette crise-là, il nous faut encore définir ou déterminer un nouveau Sénégal, un nouveau type de Sénégalais. Parce qu'il est temps que nous commençons à réfléchir, surtout en Afrique. Nous devons commencer à réfléchir pour nous et par nous. Il faut qu'on arrête de faire toujours confiance
aux chercheurs ou bien aux experts étrangers qui vont venir. Vous allez faire ça comme ils ne consultent même pas le malade, ils nous donnent des ordonnances, acheter l'ordonnance, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas le problème parce que les conséquences, ils ne vont jamais les subir. Et reposer tous nos espoirs sur les prêts, les contributions des organisations financières internationales. Peut-être ce serait l'occasion d'inviter nos followers à lire peut-être ce livre d'Ambissa Mayo, L'aide fatale, que vous avez certainement lu. Hein? D'Ambissa est maintenant dans le secteur informel et qui note que l'assistance financière a été et continue d'être pour une grande partie du monde en développement un total désastre sur le plan économique, politique et humanitaire. Elle en veut pour preuve qu'entre 1970 et 1988, quand le flux de l'aide à l'Afrique était à son maximum, le taux de pauvreté des populations s'est accru de façon stupéfiante. Il est passé, ce taux de pauvreté, de 11% à 66%. Le pourquoi, il l'explique dans ce livre, L'aide fatale, les ravages d'une aide inutile et de nouvelles solutions pour l'Afrique. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Maintenant, ça veut dire que c'est extrêmement intéressant. Donc, nous, ce qui nous reste à faire, c'est la transformation structurelle de notre économie. C'est-à-dire qu'il faut que nous produisons ce que nous mangeons, il faut que nous mangeons ce que nous produisons. Et que nous soyons responsables et disciplinés pour sortir de cette crise-là. Parce que jusqu'à présent, nous avons montré beaucoup de discipline, mais nous devons montrer encore beaucoup de responsabilité. Parce que notre État ne peut pas soutenir ad vitam aeternam l'activité économique pendant encore un mois. Donc, pour moi, la proposition phare, c'est de revoir encore le dispatching pour intégrer le secteur informel et identifier aussi les pauvres conjoncturels. Si on n'identifie pas les pauvres conjoncturels, ça va être extrêmement difficile parce que si l'État met en place une somme aussi importante pour aider les plus pauvres, en contrepartie, pour moi, l'État peut demander aussi une semaine de confinement pour qu'on puisse quelque part stopper le virus afin au mois de mai de sortir de ce confinement qui peut avoir des effets psychologiques parce que des gens comme moi qui passent tout le temps à l'étranger, ben, on travaille comme ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on est là, mais continuellement, chez nous, on ne bouge pas. Ben, ce n'est pas viable. Je pense que les psychologues, les sociologues ont du travail à faire parce que c'est compliqué ce qu'on vit. Pour la première fois, le monde vit une crise extraordinaire. Je pense que donc, nous avons vraiment, chacun d'entre nous est responsable. Chacun d'entre nous doit se comporter comme le chef de l'État de ce pays-là, respecter les normes, être responsable et s'auto-confiner pour qu'on puisse sortir rapidement de la crise. Parce que l'Afrique n'a pas les moyens de s'en sortir sans l'aide de ses populations. Alors, pour résumer toutes ces propositions, docteur, c'est de vous demander que l'effet mémoire soit activé. Le secret de l'action, c'est de commencer et pour réussir les grandes choses, il faut être prêt à subir les grands échecs. C'est ce que nous retenons vraiment de ce que vous venez de dire. Et pour vous, il est temps pour les Africains de réfléchir par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Nous avons tous tous les condiments pour préparer un bon plat. Il suffit d'y croire sérieusement. La transformation structurelle doit commencer. Autre résumé également de la dernière partie qui concerne les propositions. La responsabilité et la discipline avec une nécessité de confinement intelligent après une distribution efficace des aides sociales afin de mieux localiser les clusters parce que l'économie doit repartir vite et bien. Docteur Bamba Diagne, Khadim Bamba Diagne, c'était un plaisir de vous accueillir ce soir dans ces conférences virtuelles et nocturnes initiées par l'Africa et JADER pour parler de la gestion du Covid-19 et ses différentes implications, également des relations internationales. Et ce soir,
Vous nous avez fait un exposé vraiment magistral que nous apprécions énormément sur l'impact du Covid-19 sur la situation économique au Sénégal. Docteur Khadim Bamba Diagne, nous vous remercions et vous souhaitons une très belle soirée, tout en espérant que vous serez parmi nos followers jeudi prochain, parce que les conférences, c'est les lundis et les jeudis à partir de 21h. Le premier numéro recevait Eliman Abikan, le deuxième c'était avec vous, et le troisième numéro, c'est-à-dire lundi prochain, notre intervenant sera le professeur Abdoulaye Sakho, que vous connaissez certainement, et avec lui, nous allons parler des questions d'éthique et droit dans le contexte de l'état d'urgence des vaccins. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir. Je suis très heureux. Je suis très heureux de participer, de donner mon point de vue sur la situation économique. Merci et à bientôt, à lundi prochain. Je serai là. Chers internautes, merci au docteur Khadim Bamba Diagne, merci à l'équipe technique. Ah oui, c'est Mahadi, c'est Absan et Absan Rokhaya. Amna Sénégal dugg na ci gox yi amna ñi mu dal dañu moytu salte setal question de santé nationale babul ba jëfé ko message bi dafa clair wel ñoo ngi ñaan corona dem ter waru ñu xajal na dañ ko lo mën ko ter ñu la jël ma ci dëkkandoo yi frère ar sa bopp ar ñi la jege tamit bu nekk def sa wàllu ñu daan ko amul salit sa nga tekk sa loxo waroo génne duflit sa nga ci mushi war so pare yóbbu mbalit mbaa sa yaram tàngul baat bopp jënd tim ngay wokku xëy di liw ba ñu xonk rongoñ di roggaat sa kët di ci xët jafe-jafe nooyi sa daal ci gàttal da lay musal ci coronavirus ñu la jege agaroo gan faju digle yi nan ko jafe sa bopp ñu la jege agaroo gan faju digle yi nan ko jafe la benn àdduna di lay jagoo yaatuna la benn àdduna di lay jagoo yaatuna. Il est question de prévenir, évitons les débats puérils. L'heure est grave, tous unis.